Bienvenue à tous, c'est comme toujours votre rendez-vous pour décrypter, décortiquer l'actualité par le prisme de la communication. Derrière les images, les déclarations, les stratégies, ne l'oublions jamais, la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Au sommaire cette semaine, un homme qui souhaite incarner le renouveau dans un échiquier politique sclérosé. Bruno Le Maire, enfin lancé dans la course à la primaire de droite après un long échauffement. Un faux suspense, on peut le dire, de plus de 2 ans. Meeting, plateau télé, livre, manifeste, le plan com est minutieusement préparé. Est-il pour autant réussi ? Les coups de com', elle en devient maintenant une habituée. Nouvelle sortie très remarquée pour Martine Aubry contre l'exécutif. Tribune dans Le Monde avec une quinzaine de personnalités de gauche, puis service après-vente devant les micros. Nous décoderons la stratégie Aubry. Et puis c'est la photo qui a provoqué l'effroi sur les réseaux sociaux. Mark Zuckerberg, tout sourire lors d'une assistance hypnotisée par la réalité virtuelle. Alors, bad buzz pour le patron de Facebook ou nouvelle occasion de faire l'actualité avec une communication soignée. Avec nous aujourd'hui, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir. Dirigeant de MCBG Conseil. Romain Mouton également est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de RM Conseil. Et puis Nicolas Boudot, bonsoir. Bonsoir. Associé du cabinet Tilder. Il se voit déjà en super-héros de la primaire. Il le revendique derrière ce slogan. Le renouveau, c'est Bruno. Un peu plus de 2 ans après sa performance remarquée pour la présidence de l'UMP, Bruno Le Maire et ses équipes remettent la formule au goût du jour. Le député se voit déjà, vous l'avez vu, donc en super-héros, un 8e candidat qui entend bousculer son camp, se présenter comme l'homme du renouvellement, de la modernité. Un meeting pour s'annoncer avant le 20h de TF1, la publication d'un livre manifeste, puis une tournée des plateaux radio et télé. Alors pour quelqu'un qui souhaite incarner le renouveau, c'est assez classique, Philippe Moreau-Chevrolet. Oui, c'est classique. Ce qu'il y a de malin chez Bruno Le Maire, c'est qu'il est le premier à droite à avoir préempté le thème du renouveau. Clairement, il l'a fait pendant la campagne interne chez les Républicains pour la présidence du mouvement. Il a réussi à implémenter cette image dans l'esprit des gens qu'il incarnait une nouvelle voie à droite, en quelque sorte. Après, les moyens utilisés sont très classiques. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a le parcours du livre, comme Copé, comme Sarkozy, comme absolument tout le monde, tous les politiques en ce moment font des livres pour affirmer qu'ils sont en campagne à droite. Par ailleurs, il a des outils assez classiques aussi comme le stand-up qui avait été aussi inauguré par Arnaud Montebourg, développé par Arnaud Montebourg à gauche. Donc on ne peut pas dire qu'il innove par les moyens, si ce n'est par Twitter, où il a quand même répondu aux questions des internautes par Twitter, par Periscope, donc un système de vidéo qui permet d'incruster les questions et lui il répondait en direct. C'était plutôt moderne, mais ça reste quand même une communication très sage. Voilà. Romain Mouton, on est dans la communication du renouveau là aujourd'hui avec Bruno Le Maire. Ce que veut incarner Bruno Le Maire, c'est le renouveau des idées, c'est le renouveau des pratiques, c'est le renouveau politique. Les moyens de communication, c'est presque tous les mêmes pour les candidats. Alors c'est vrai que Bruno Le Maire a par exemple été plus original que les autres. Il a été très actif sur Snapchat, qui est le réseau numéro 1 sur la campagne américaine actuellement, qui est très utilisé chez les jeunes. Mais ensuite, c'est sûr que sur les moyens de communication, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, où il utilise notamment beaucoup l'outil photo et l'outil vidéo, avec un photographe qui le suit dans ses déplacements, oui, il innove. Mais la volonté politique, c'est pas d'innover sur les outils, c'est surtout sur le discours. Et c'est sur ça qu'on attend Bruno Le Maire. Est-ce qu'il ne faut pas allier justement effectivement cette communication classique et ajouter ces petites touches, c'est ça pour Nicolas Boudot, pour rallier d'autres partis, d'autres franges, les jeunes peut-être à sa cause ? Oui, il en a besoin, Bruno Le Maire, parce qu'il a une figure assez lisse, donc il est obligé de faire une campagne assez longue pour mieux se faire connaître, et puis peut-être pour fendre l'armure. Et je trouve que l'image qu'il a utilisée de ce Superman lui correspond assez bien, c'est-à-dire un kidam reconnaissable, ou plutôt non reconnaissable au milieu 2000, qui réussit à se transformer, à se transcender pour devenir un super-héros. Et franchement, Bruno Le Maire, il a vraiment très vite besoin de ça, c'est-à-dire de montrer qu'il est différent, aussi bien sur les outils, comme l'a dit Romain, c'est plutôt réussi jusque-là. Maintenant, c'est sur le discours qu'il doit se différencier de ses opposants politiques. Là, on l'attend encore. Alors justement, cela fait de longs mois, on l'a dit, qu'il se prépare. Cela fait depuis maintenant cette candidature à la présidence de l'UMP. Il a donc peaufiné son discours, on l'imagine. Et on va voir ce que cela a donné lors de ce meeting d'annonce. Est-ce que je ne suis pas trop jeune ?
Est-ce que je ne suis pas trop jeune? Est-ce que j'ai suffisamment travaillé? Oui. Est-ce que je suis prêt? Oui. Est-ce que je suis prêt à protéger un pays dans un contexte international de menaces sans précédent? Est-ce que je suis prêt à vous protéger, vous, les Français? On vous a vu légèrement sourire en entendant Bruno Le Maire. Romain Mouton, c'est un peu téléphoné ce qu'on vient de voir ici. C'est trop facile d'extraire d'un meeting qui dure 2 heures un extrait avec un échange avec la salle. C'est ce qui a retenu l'attention de beaucoup de médias. Oui, mais au final, c'est un échange entre un candidat à la présidentielle et des habitants de Vesoul, avec le maire de la ville, Alain Chrétien, qui est derrière lui. C'est à la fois un échange, c'est convivial. Honnêtement, si on ne doit retenir que ça de son meeting, c'est assez triste. Et d'ailleurs, moi, j'ai entendu aussi, oui, c'est une campagne à l'américaine, il est au milieu de la foule en bras de chemise, etc. Enfin, la réalité, c'est qu'il était comme ça également lors de sa campagne pour la présidence de l'UMP contre Nicolas Sarkozy, que ça fait 2 ans qu'il sillonne la France en se mettant au milieu de la foule et avec un micro pour être en contact direct avec les Français. N'en faisons pas non plus des tonnes. C'est vrai que cet échange peut prêter à sourire, mais après tout, pourquoi pas. Philippe Mereau-Chevrolet, on est de mauvaise foi en retenant ces images? Ouais, est-ce que c'était raté? Oui, tu vois, parce qu'il y a tous ces gens autour qui sont pas très enthousiastes quand même. Donc... Pas très spontané? Non, c'est pas très spontané non plus. Le problème de Bruno Le Maire, c'est qu'il n'est pas charismatique pour l'instant. Il faut qu'il travaille cet aspect. En fait, tout est en place. Techniquement, c'est parfait. L'équipe de com, elle fait un travail fantastique. C'est bien, c'est vraiment bien. Mais le truc, c'est que en plus, il est en chemise blanche, sans cravate, et exactement comme tous les leaders actuels, comme Matteo Renzi le fait également en Italie. On a Tsipras qui le fait en Grèce. Il casse les codes. Mais il n'est pas là. C'est-à-dire que lui, il n'est pas encore Chirac. Voilà. C'est pas le type qui va aller tâter le cul des vaches au salon de l'agriculture. Pourtant, il a été ministre de l'Agriculture, mais il ne le fait pas avec crédibilité. Il faut qu'il sorte de lui-même pour devenir quelqu'un, quoi, un personnage. Nicolas Boudot? Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Moi, si je devais lui donner un seul conseil à Bruno Le Maire, c'est en gros, fume beaucoup, bois beaucoup d'alcool, transforme ta voix et ça te permettra d'être plus charismatique. En fait, son plus gros problème à Bruno Le Maire, c'est un problème de position et de placement de sa voix. Et c'est-à-dire, on a du mal à l'entendre, on a du mal à l'écouter, on a du mal à l'écouter sur un temps assez long, et c'est juste ça qui lui manque, pas grand-chose. Mais le charisme passera par une transformation de sa voix. On va voir s'il est plus à l'aise, si sa voix est mieux posée dans un autre exercice. C'était le deuxième temps de son lancement de campagne, c'était sur le plateau du 20h de TF1, où là aussi, il avait, on l'imagine, très travaillé, peaufiné son discours. On écoute Bruno Le Maire. J'aime la France. Et je n'aime pas ce qu'elle devient. Et je ne me résigne pas à ce qu'elle devient. Et je veux, avec tous ceux qui m'accompagnent, tous ceux qui veulent me soutenir, qu'on tourne la page de ces 30 années de vie politique française qui n'ont pas donné les résultats attendus et qu'on réinvente notre pays, qu'on lui permette d'aller mieux. Romain Mouton, il est plus à l'aise dans ce rôle-là, costume, cravate, ton solennel? En tout cas, quand on le regarde, on se dit il pourrait être président de la République. Et il en a le costume, il en a l'allure, il en a le discours. Je trouve que déjà c'est un événement qu'il soit candidat puisqu'on en parle. La preuve, on en parle sur votre plateau aujourd'hui. C'est pas le cas de tous les candidats. Donc ça prouve qu'il est attendu, qu'on est d'autant plus exigeant vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que unanimement, que ce soit de droite ou de gauche, tout le monde reconnaît qu'il fait partie de ceux qui vont compter à droite. Que dans les années à venir, il sera soit président de la République, soit Premier ministre, ou les deux à la fois à la suite. Il y a une forte attente. Après, là, on est quand même en train de parler que de la forme de son ton de voix, etc. Il en a conscience. D'ailleurs, il prend des cours de théâtre, comme ça a pu être révélé dans Le Point la semaine dernière, avec Alain Sachs, pour justement sortir, fendre l'armure. Et là, il vient juste d'être candidat. Laissons-lui le temps de s'installer dans cette posture de candidat à l'élection présidentielle. Et je suis persuadé que dans les mois à venir, il saura fendre l'armure et incarner encore plus le rôle. Mais en tout cas, sur TF1, c'est une réussite, puisqu'il était dans le rôle et dans la posture d'un candidat à la présidentielle. Alors, il y a un autre aspect très caractéristique chez Bruno Le Maire qui a été là aussi beaucoup noté dans les médias. On l'a vu en Superman dans ce costume par ses militants. On l'a vu également, les médias compiler ses plus belles sorties sur lui-même, comme si c'était un sujet de prédilection. Regardez ce que le site
BuzzFeed a fait. Il a compilé ces posters. Mon intelligence est un obstacle. Vous le voyez, je suis dans une démarche d'humilité. Évidemment, on se moque un peu. On voit ces slogans qui défilent, mais pris un par un. On a le sentiment d'un homme qui est sûr de lui. Est-ce que ça peut être contre-productif ou au contraire, c'est montrer l'image de quelqu'un en qui on peut avoir confiance, Philippe Moreau-Chevrolet? Alors ça dégage de la confiance en soi, c'est indéniable. Comme ça ne s'appuie pas sur un fort charisme, ça risque de passer un peu pour de la fatuité, pour de la prétention. Il faut qu'il arrête de parler de lui d'une façon générale. Tous les candidats devraient arrêter de parler d'eux, parce que ce que veulent les Français, c'est qu'on parle d'eux-mêmes, enfin du pays et de la situation du pays. Quand il dit qu'il a les yeux trop bleus pour la télévision, en fait, c'est pas notre problème à nous. Déjà, c'est faux et c'est une stupidité, mais ça nous concerne pas surtout. Et là, il y a un problème de positionnement, qui est que Bruno Le Maire a décalqué le positionnement d'Alain Juppé, qui consiste en gros à ne rien faire tant que ça marche. On ne veut surtout pas prendre de risques. On veut gagner la primaire sur cette espèce de fait qu'on ne sera pas Sarkozy, enfin d'anti-sarkozysme. Et là-dessus, c'est lisse, complètement lisse. Et si lui-même est lisse en plus, ça fait beaucoup de lisse, quoi. Donc il faut ces punchlines, comme on dit aujourd'hui. Non, il ne faut pas ces punchlines, en tout cas pas parler de soi. Il faut vraiment parler du pays et surtout, cette fois, il est candidat, donc il doit rentrer dans un discours un peu plus idéologique. On a envie de connaître ses idées et on a envie de connaître les idées de tous les autres candidats à la primaire et on a envie qu'ils prennent véritablement des risques. Pour l'instant, c'est un personnage qui est encore mal connu, qui ne peut que progresser, mais cette progression, elle ne passera sûrement pas par une mise en avant de son nombril, mais plutôt une mise en avant de ses idées. Et sur ce thème-là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est plutôt pas mal qu'ils les mettent en avant maintenant, vite. Bon, il y aura un livre-programme à venir dans les prochains mois. Une dernière image qu'on voulait vous montrer de Bruno Le Maire, c'était ce jeudi soir. Il est allé à l'école 42, l'école de Xavier Niel, pour faire, vous le voyez, un baby-foot avec les jeunes étudiants, les jeunes informaticiens, l'avenir peut-être. Là, on voit serrer la main du patron de Free. Là, est-ce que c'est réussi, Romain Mouton? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller se montrer encore comme ça Mais d'aller voir un des patrons français les plus influents et aller parler du numérique, qui est un enjeu fondamental de la transformation digitale des entreprises, c'est hyper important. Moi, ce que je regrette, c'est que, mais c'est le système qui veut ça, on retient la poignée de main avec Xavier Niel devant un baby-foot, mais on ne retient pas son discours. Mais c'est Bruno Le Maire qui veut ça, il n'a qu'à pas aller devant le baby-foot. Il va devant le baby-foot, c'est une posture naturelle. C'est ce qu'on retiendra comme image. Non. Quand on fait un déplacement, qu'on est avec un ministre, un candidat... Chaton, Bruno Le Maire, quand même. Il n'ignore pas ce qu'il fait. Il n'ignore pas ce qu'il fait, mais je pense que quand quelqu'un va dans un endroit et fait plusieurs actions, il ne sait pas quelle photo on va retenir. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il a eu certainement des propositions sur le numérique, et moi, ce que je retiens, c'est plus qu'il a conscience des enjeux digitaux pour la France. Là, on tape sur Bruno Le Maire parce qu'il a été près d'un baby-foot, et la semaine dernière, on disait c'est formidable qu'Alain Juppé mette des balles de ping-pong dans des verres en plastique. Donc, soyons un petit peu mesurés sur les critiques vis-à-vis de chacun des candidats. On va changer de camp avec là aussi une question de primaire, et c'est peut-être là le vrai coup de com' politique de la semaine. C'est sûrement donc cette charge en règle contre l'exécutif venu de son propre camp, direct du gauche, lâché par Martine Aubry et une quinzaine de personnalités dans une tribune au Monde. Trop, c'est trop. La tribune tacle donc plus de 2 ans de politique gouvernementale. On voit cette une du Monde et ce portrait de Martine Aubry. Alors, ce n'est pas sa première sortie de la sorte dans la presse ces derniers mois. Ce qui compte là, c'est le timing, l'effet de surprise à chaque fois, Philippe Moreau-Chevrolet. Oui, ce qui compte, c'est le timing. Martine Aubry, en fait, il faut bien comprendre qu'elle essaye de sauver son camp quand même. Elle n'est pas dans une démarche frontale contre Hollande. Au contraire, elle l'aide en faisant ça. Elle lui donne une porte de sortie. Elle lui dit, voilà, au sein du Parti Socialiste, on est capable d'avoir notre propre débat là-dessus. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que la contestation les dépasse. Donc, ils feignent d'en être les organisateurs, en quelque sorte. Aubry, elle essaye de récupérer le mouvement pour pas que ça dépasse, pour pas que ça devienne incontrôlable. Donc, elle lui rend service à Hollande. Le seul qui encaisse les coups, c'est Valls. Il encaisse des coups de tout le monde en ce moment. Il y a un peu un Valls bashing. On a vu Guy Bedos qui a dit carrément qu'il aimerait lui casser la gueule. Enfin, on a libéré les bondes sur Valls. Et la question, c'est combien de temps Valls va pouvoir tenir? Parce que la vraie cible, c'est lui quand même.
Nicolas Boudot, c'est un service rendu à François Hollande, cette tribune ? Oui, si c'est un service rendu, il n'est pas tellement visible. Moi, je pense plutôt que c'est un bourre-pif, et même pas en pleine paix, en pleine guerre, de la part de Martine Aubry. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est la stratégie derrière tout ça de Martine Aubry. On est à 1 an de l'élection présidentielle, et fondamentalement, elle fragilise largement son camp en s'indignant contre le projet de loi de Madame El Khomri. Alors certes, c'est Manuel Valls qui est en première ligne et qui est le premier touché, mais aussi la frange la plus réformatrice de ce gouvernement, qui est aussi dans le cœur de la bataille. Fondamentalement, à moins qu'elle cherche peut-être à pousser à une primaire à gauche à laquelle elle se présenterait, il est difficilement compréhensible, sa stratégie est difficilement compréhensible autrement. Et justement, pour l'instant, elle dit qu'elle ne sera pas la tête de proue d'une primaire à la gauche, qu'elle ne veut pas être candidate, elle veut être discrète, dit-elle, mais on l'a vu dans la tribune du Monde, en une du Monde, c'est son visage qui s'affiche, c'est son nom qui s'affiche devant la quinzaine d'autres personnalités. Est-ce que vraiment elle ne veut pas se mettre en avant, Romain Mouton? On a du mal à la croire. Moi, je pense qu'elle joue les courants du Parti socialiste, et c'est là que c'est un peu regrettable, notamment en particulier pour les Français, c'est que chaque courant, finalement, fait sa tribune. Aujourd'hui, c'est Martine Aubry, la semaine dernière, c'était Daniel Cohn-Bendit, et puis chacun y va de sa tribune, de son courant. La réalité, c'est que Martine Aubry a un conflit ancien et profond avec Manuel Valls, et qu'aujourd'hui, elle cible le Premier ministre de plein fouet. Et donc, la question et surtout la conclusion de ça, c'est que va faire Manuel Valls et comment va-t-il se sortir de cette affaire, puisqu'il soutient Myriam El Khomri, il veut cette réforme, c'est lui qui la porte en grande partie. On sent François Hollande assez mesuré et assez tiède sur le sujet de cette réforme et cette loi. D'ailleurs, en ce moment, il est très loin et il n'est pas en première ligne pour la défendre. Donc, que va-t-il se passer autour de cette loi qui a été portée, presque durcie par Matignon? Est-ce que François Hollande va vouloir négocier, va arrondir les angles, etc. Est-ce que Manuel Valls va en profiter pour du coup sortir du gouvernement et donc s'acheter une virginité? Donc Manuel Valls est la première cible de Martine Aubry qui finalement fait peut-être le jeu de François Hollande dans cette affaire. C'est une guerre personnelle qui se cache derrière cette tribune, Philippe? Oui, il y a une guerre personnelle, il y a un affrontement à distance entre Aubry et Valls. Plus Valls est faible, plus Aubry va l'attaquer. Elle ne veut pas forcément prendre le pouvoir, Martine Aubry. L'hypothèse d'une primaire, dans son cas, c'est exclu. Elle a déjà eu des opportunités de faire ce genre de choses. Elle les a toujours écartées. Martine Aubry, elle intervient quand elle est sûre de gagner, quand elle est sûre qu'elle peut marquer des points. Mais elle ne va jamais jusqu'au bout d'une démarche pour tuer le père, pour devenir elle-même le chef. Ça n'arrive pas. Voilà. Sauf quand on la pousse à devenir premier secrétaire du PS. Mais il a fallu vraiment que ses soutiens la poussent pour qu'elle y aille contre Ségolène Royal. Donc c'est pas quelqu'un qui va chercher forcément la victoire absolue, mais elle se contente de prendre des points. Voilà. Et là, elle affaiblit systématiquement la position de Valls jusqu'au moment où il devra soit être démissionné, ce qui pour le coup serait quand même difficile pour le gouvernement, soit tellement faible que finalement il deviendra inaudible, voilà, qu'elle pourra monter en influence. Et on voit qu'elle enfonce le clou à chaque fois qu'elle en a l'occasion. Après cette tribune, elle avait une sortie publique prévue et elle en a profité évidemment pour faire le service après-vente derrière les micros. On va écouter la maire de Lille. J'ai eu l'habitude de m'exprimer et de dire tout haut ce que je pense lorsque je crois que c'est utile à notre pays. C'est toujours comme cela que j'ai fonctionné. Et si aujourd'hui je prends la parole avec d'autres, c'est parce que je crois que beaucoup de décisions qui sont prises aujourd'hui, notamment ces derniers jours, ne vont pas dans le bon sens et peuvent avoir des effets graves pour notre pays. Alors dans cette séquence, c'était avant une réunion publique et la fin de ne pas vouloir vraiment répondre aux questions. Mais est-ce que tout ça, c'est pas vraiment orchestré, timé, cette tribune juste avant une sortie publique où elle peut assurer le service après-vente, comme on l'a dit? Le plan de com est hyper bien rodé. La tribune, le passage en radio et puis la sortie dans une réunion publique dans son fief du Nord. Tout ça est véritablement orchestré. Elle aurait voulu créer un schisme à l'intérieur de la majorité encore plus profond que celui qui existe. Elle n'aurait pas fait autrement. Pour l'instant, on peut lui dire que le plan de communication est réussi. C'est la stratégie derrière qu'on ne comprend pas. Alors, je ne suis pas un solférinologue aussi averti que Philippe, mais en tout état de cause, on a du mal encore à savoir où cette fracture qui est en train de s'agrandir va s'arrêter au sein du Parti socialiste. Entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, moi, je serais inquiet si j'étais à leur place.
Vous aviez une Moi, je pense que la question, il y a beaucoup de gens qui commencent à jouer l'après-Hollande en se disant que c'est mort pour 2017, donc il faut occuper le terrain et jouer la conquête du parti une fois que Hollande sera tombé, parce qu'au fond, c'est ce qu'on attend. Tous les sondages disent qu'il ne passera pas le premier tour. Il y a forcément des gens qui y pensent et qui se disent que c'est une hypothèse sérieuse. Voilà. Et Romain Mouton, oui. J'ai retenu aussi un mot de Martine Aubry. Elle a dit que s'il y avait la candidature de François Hollande à la présidentielle, il ne devait pas passer par la primaire. C'est là aussi où on décode que finalement, François Hollande n'est pas la cible de Martine Aubry. Non, c'est Valls. C'est Valls. Manuel Valls. Et quand elle dit clairement François Hollande ne doit pas passer par la primaire, du coup, elle arrive à capitaliser autour d'elle tous les anti-gouvernements, mais finalement, c'est uniquement Manuel Valls qui est visé et pas François Hollande. Et la difficulté ensuite pour Manuel Valls de répondre, on l'a vu, il n'a pas pris la parole publiquement, il répond dans les colonnes du Monde. C'est ça que cherchait aussi Martine Aubry, coincé quelque part le Premier ministre ? Celui qui est forcé de réagir est le perdant dans un débat politique. Donc oui, Martine Aubry cherche à provoquer Manuel Valls pour le faire perdre, pour qu'il sorte de ses gonds et pour qu'il attaque finalement. Et le jour où il attaquera la gauche du Parti socialiste, c'est le jour où il perdra définitivement la bataille. Et c'est ce qu'elle cherche à faire. Elle cherche à monter un rapport de force. Et il peut répondre aujourd'hui. Comment est-ce qu'il peut répondre à cela ? C'est difficile. Le mieux, c'est d'ignorer et de continuer à défendre la loi, en fait, en étant positif. Il n'y a que ça à faire. Parler du fond, Nicolas Boudou ? Absolument, c'est de faire du fond. Là, on voit le parallélisme des formes. Il ne répond pas dans n'importe quel journal, le même que celui qui a publié la tribune. Et le seul moyen de répondre, c'est de faire voter la loi, si possible, la loi El Khomri, de ne pas passer par l'article 49.3 de la Constitution, comme ça a été évoqué à un moment, c'est-à-dire de montrer à Martine Aubry que finalement, le Premier ministre garde encore une part de contrôle sur la majorité à l'Assemblée nationale, parce que la vraie bataille, elle est là. La majorité socialiste actuelle à l'Assemblée nationale, elle a été fabriquée par Martine Aubry quand elle était première secrétaire du parti. Et Manuel Valls, il est orthogonal par rapport à cette majorité, alors que normalement, il devrait être au point d'équilibre. Et c'est ça le péché originel de la rupture entre le gouvernement et l'Assemblée. C'est le fait que le Premier ministre, pour la première fois depuis le milieu des années 80, n'est pas au point d'équilibre de la majorité parlementaire. Allez, on va changer de monde à présent. On va partir sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux avec l'un de ces monarques du web qui s'est fait remarquer cette semaine, Mark Zuckerberg. Il a encore créé l'événement sur sa plateforme avec une photo, le patron tout sourire, on va le voir pour le lancement du casque de réalité virtuelle avec un autre géant Samsung. Alors la photo a très vite circulé sur les réseaux sociaux avec un commentaire qui est revenu en boucle. Certains voient là le spectre d'Orwell de 1984. C'est puissant qui marche à côté du peuple aveuglé finalement. Alors il vient promouvoir la réalité virtuelle dans cette séquence et pourtant il réveille les peurs. Est-ce que c'est un bad buzz, Philippe Moreau-Chevrolet ? Oui, c'est relativement mauvais, dans une séquence qui par ailleurs était bonne. En fait, Mark Zuckerberg, il a une communication de chef d'État maintenant. Il a fait une vidéo pour le Nouvel An chinois, où on le voit, alors toujours en t-shirt, très attendri par sa fille, et il parle en chinois aux Chinois pour le Nouvel An, et il leur délivre un message quasiment de chef d'État, c'est-à-dire en gros sa vision de ce que doivent être les rapports avec la Chine, ce que doit être l'état du monde demain, et en même temps parler de sa fille, parler de l'avenir du monde. Enfin, c'est assez étonnant. Il s'est aussi fait photographier en train de faire du jogging, là, une communication vraiment à la Clinton, à la Sarkozy, si on veut, du mec qui fait du jogging avec ses gardes du corps, avec son entourage. C'est vraiment ça, quoi. C'est un chef d'État. On va peut-être voir cette image justement de celui qui fait du jogging. Il a été à Barcelone, il a été à Berlin cette semaine et à chaque fois, il a posté sur sa page Facebook une photo de lui en train de faire de son jogging. On le voit ici, on est dans l'intime, le personnel un peu, même si évidemment il y a ces on dirait un président américain. Et voilà, on dirait étonnant, quand même. Du Barack Obama. Est-ce qu'aujourd'hui il est devenu un chef d'État, Romain Mouton ? C'est pas un chef d'État, mais il a une position mondiale, c'est-à-dire que maintenant c'est devenu une marque, c'est devenu une icône, c'est devenu le patron du réseau social le plus influent au monde. Donc c'est bien évidemment normal et légitime qu'il use de cet outil de communication à son profit. Et là, la photo qui a été extraite à Barcelone, elle est extraite d'un contexte assez particulier. C'était la présentation d'un casque de réalité virtuelle par Samsung et Mark Zuckerberg arrive et fait la surprise à ces personnes présentes
présente dans la salle de sa présence. Donc il n'y a rien en soi de choquant, la photo a été prise à un moment T, juste avant, juste après. Ah, mais c'est lui qui la poste la photo, faut le dire. Oui, mais juste avant, juste après, les gens n'avaient plus ce casque de réalité virtuelle et ça fait penser à toutes les critiques qu'il y a eu quand le journal est sorti, quand le cinéma est sorti, quand la radio est sortie. À chaque fois on disait oui, ça détourne les esprits. Là, le casque de réalité virtuelle, la réalité c'est que c'est pas encore démocratisé, que ça coûte cher et que finalement c'est un outil de progrès, c'est un outil technologique qui est marginal. Donc n'en faisons pas non plus une affaire d'État, même si Mark Zuckerberg a cette dimension de chef d'État. Et finalement, l'important, c'est pas qu'on en parle, qu'il y ait 600 000 likes à cette photo, Nicolas Boudot. C'est probablement le plus important, mais peut-être que Mark Zuckerberg n'a pas aimé ce bad buzz, parce qu'on pense évidemment à 1984, on pense évidemment à Matrix, et derrière on se dit finalement ça nous renvoie à nos propres comportements. On se dit voilà, Mark Zuckerberg nous a transformés en des petits bonhommes qui regardons toute la journée en marchant dans les rues nos smartphones, en étant sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, et finalement on prend plus le temps de se parler, ni même de rencontrer les gens que l'on peut croiser. Ça nous renvoie au comportement un peu déshumanisé que les réseaux sociaux sont en train de produire sur nous. Je ne pense pas que Mark Zuckerberg ait cette volonté-là, mais cette image-là, elle fera du mal, et à mon avis pour longtemps. Elle restera, cette image? Oui, elle restera, mais c'est marrant. Il essaie de créer une image à la Steve Jobs, au fond. On voit bien quand il essaie de se mettre en scène en train de faire du jogging, il aimerait bien être le patron cool qu'était Steve Jobs, l'espèce de guide mondial qu'était Steve Jobs. Il a du mal, parce que déjà lui-même est un peu, lui aussi, froid. C'est pas quelqu'un de très chaleureux. Et puis cette photo, elle est terrible, parce qu'on a vraiment l'impression d'être pris pour des... C'est Matrix, quoi. On cultive des gens sur des machines. Il y a quelqu'un qui passe et qui, lui, regarde ailleurs. Pendant que la foule regarde au même endroit, lui, il regarde la foule. C'est assez terrifiant. Tout sourire, et voilà. Il veut passer Mais c'est involontaire, on est d'accord qu'il n'a certainement pas pensé à ça. Il veut passer de Big Brother à Big Best Friend. Le problème, c'est que ça marche. Il veut être notre meilleur ami, mais c'est pas gagné. On peut dire ça comme ça. Avec des images comme ça, oui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir décrypté avec nous l'actualité de cette semaine. C'était comme toujours. Restez avec nous. L'information continue dans un instant sur LCI.